Le journal. Bonsoir à toutes et à tous, les titres du journal. Sit-in ce matin à l'entrée du ministère de l'Enseignement supérieur, la promotion 2015 de l'école normale supérieure revendique leur intégration définitive. 8538 femmes et 1957 lycéens formés, c'est le bilan des 5 dernières années du réseau des jeunes Achievement Gabon. Sandrine Maoundi, jeune gabonaise handicapée, a pu bénéficier de cette formation. Nous aurons son portrait dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce mardi 15 septembre la journée mondiale du droit à l'instruction sous le thème « La liberté de choisir le mode d'instruction ». Enfin, les Gabonais ont-ils la notion de savoir vivre en société? Notre rédaction s'intéresse à cette question. Détails et explications dans ce journal. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon. En ouverture de ce journal, on parle handicap. Elle s'appelle Sandrine Maoundi, elle est gabonaise et a décidé depuis 7 ans de mettre à profit son talent dans la couture. Aujourd'hui, femme entrepreneur, responsable de son atelier, Gabrielle Couture. Malgré son statut de femme handicapée, elle a su se battre avec l'appui du réseau mondial Junior Achievement Gabon, soit JA Gabon. Son portrait avec Ahmad Beni Evaka. C'est au quartier Plein-Oretti que Sandrine Maoundi a posé son maître, ses séries de pagnes africains et ses 3 machines à coudre pour vivre de son art, la couture. Surprise en pleine fabrication de masques contre la Covid-19, cette couturière spécialisée dans la confection des layettes nous présente ses articles. On passe par la layette, les chemises hommes, les pantalons hommes, les tenues femmes, le linge de maison, nappe de table, tablier, sac à pain, des cartables à dos. Si vous avez des vieux cartables que vous voulez renouveler, Gabrielle Couture les habille. Son atelier, Gabrielle Couture, qui d'ailleurs porte le prénom de son unique fille, a vu le jour il y a 2 ans grâce à un concours national qui a su valoriser son talent, lui permettant ainsi de se prendre en main. Le prix m'a permis d'acheter ma machine et commencer à réaliser mes rêves. Rentrer dans la layette, commencer à commercialiser mon produit et faire connaître mon entreprise. Mais bien avant cela, en 2013, par le canal de la Fédération des personnes handicapées du Gabon, elle décide de s'inscrire au programme It's Time, initié par JA Gabon, car en quête d'entrepreneuriat. Et là, j'ai été nominée et j'ai suivi la formation. L'idée de la formation It's Time, c'était soit de créer ou d'innover. Et pendant ce programme, il fallait aussi vendre aussi son produit. Le programme, en fait, a tenu 6 mois, mais on a poussé jusqu'à 1 an parce qu'il fallait vraiment avoir tous les contours, il fallait monter le prototype, il fallait comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat, aller faire des études de marché, chose que je ne connaissais pas, que JA m'a appris. Pour elle, JA Gabon a été le tremplin de ses activités lucratives et son catalyseur. JA a permis à ce que je puisse décoller, voler, parler même. JA a fait de moi une force. C'est ma maison et c'est la grosse porte d'ouverture dans ma vie. Malgré son handicap, Sandrine Maoundi a un rêve, celui de former une jeunesse orpheline à la couture pour la rendre autonome et l'invite par ailleurs à suivre les formations préconisées par JA Gabon. En tant que personne handicapée, j'ai été très courageuse. J'encourage ces jeunes à vraiment aller se faire inscrire. S'ils ont des idées, qu'ils aillent à JA, ils seront mieux encadrés là-bas. Le courage et la détermination ont été ses leitmotivs, faisant d'elle, par le biais de JA Gabon, l'une des femmes vivant avec un handicap entrepreneuse. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le réseau JA Gabon est en plein bilan de ces 5 dernières années. Entre juillet 2015 et juin 2020, c'est près de 8538 femmes qui ont suivi une formation, 1957 lycéens qui ont suivi le programme d'entrepreneuriat mini-entreprise, 48 incubés, dont 23 entreprises ont été créées à la suite du programme Start-up et bien d'autres. Ahmad Beni Evaka.
Installée au Gabon depuis septembre 2013, l'ONG Junior Achievement, dit J Gabon, est une plateforme qui soutient la jeunesse gabonaise de 8 à 35 ans à travers des programmes de formation liés à l'éducation financière, l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Durant ces 5 dernières années, ce sont près de 19 295 jeunes qui ont bénéficié des soins de J Gabon, avec des programmes sur mesure visant les élèves du primaire, des lycées, des étudiants des universités, mais également ceux sans qualification. Entre juillet 2015 et juin 2020, 981 élèves du primaire ont été formés sur un programme d'éducation financière et civique baptisé Notre Quartier. 11 730 demandeurs d'emploi ont bénéficié du programme Career Success. 385 universitaires ont suivi un programme d'entrepreneuriat. 36 jeunes ont été lauréats des 2 éditions du Grand Prix de l'excellence. 198 jeunes déscolarisés ont été insérés en alternance dans les entreprises agricoles et stations-service à travers le projet AFIP. L'impact attendu de chacun de ces programmes diffère et chaque jeune repart avec des connaissances nouvelles, des perspectives professionnelles plus claires, des compétences entrepreneuriales et des aptitudes pour rechercher un emploi. Une vision qui cadre parfaitement avec la feuille de route établie par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Et puis le PENCOP Gabon lance ce mardi à Libreville en partenariat avec l'UNESCO, la Commission nationale pour l'UNESCO, le projet d'appui urgent aux personnes vivant avec un handicap en période de Covid-19. Outre la sensibilisation au respect des mesures barrières, le projet débouchera par la remise des produits de lutte contre le coronavirus. Les précisions avec Arnaud Ondo Ngozogo. Le projet s'inscrit dans le prolongement des actions initiées par le PENCOP Gabon depuis l'apparition du premier cas testé positif au coronavirus dans notre pays. Il intègre le plan gouvernemental de riposte contre cet ennemi invisible à travers des messages de sensibilisation au respect des gestes barrières, cette fois au profit des sourds-muets. Jerry Biban, coordonnateur national du PENCOP Gabon. La sensibilisation sera accentuée sur les gestes barrières. Il s'agirait pour le consultant qui sera en charge de nous accompagner de rappeler aux sourds-muets que la maladie est encore là parmi nous, parce qu'aujourd'hui nous constatons que les gestes barrières tendent de plus en plus à être négligés par les populations, alors que, comme le gouvernement le souligne, le virus est encore là. Il est important qu'on respecte, qu'on continue de respecter les mesures barrières. À cette sensibilisation s'ajoutera la remise du matériel de protection contre la pandémie et des denrées alimentaires au profit de 4 associations des personnes vivant avec un handicap. Nous avons l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, donc ANAG. Nous avons l'Organisation des personnes handicapées. Nous avons l'Association des personnes devenues sourdes et une ONG constituée essentiellement d'étudiants handicapés. Donc, c'est 4 associations qui sont bénéficiaires de ce projet. À côté de la sensibilisation, nous aurons également la distribution de bavettes ainsi que des produits alimentaires. Le projet bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Parlons de ce cri de détresse d'une mère de famille dont la fille de 15 ans vient d'accoucher à la Fondation Mère-Enfant Jeanne Ebory, faute de moyens pour payer la facture de près de 400 000 francs CFA que lui exige la structure hospitalière. Elle appelle à l'aide de bonne volonté. Lise Obon Angoro. Jacqueline est une mère de famille employée à la main-d'œuvre non permanente dans une structure de la place. Ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de la facture de sa fille qui vient d'accoucher à la Fondation Mère et Enfant Jeanne Ebory. Aussi lance-t-elle ce cri de détresse à l'endroit des bonnes volontés. Je viens auprès de vous demander de l'aide parce que ma fille, à 15 ans, elle a accouché à Jeanne Ebory. Elle était en réa, elle a fait 2 jours en réa. Elle est sortie. Maintenant, la facture est sortie un peu trop élevée. J'ai pu avancer 150 000. Il me reste 394 000 à terminer. L'enfant et sa mère sont déjà certes sortis de l'hôpital, mais les papiers du nouveau-né sont actuellement confisqués à la structure hospitalière qui n'entend céder aux parents du bébé qu'après règlement de la facture. Les papiers de l'enfant sont bloqués au niveau de Jeanne Ebory parce que je ne pourrai pas donner le reste d'argent. Voilà pourquoi je suis venue demander de l'aide à toute personne de bonne foi qui peut m'aider à solder cet argent. Ils ont accepté la marque de secteur
privé. Ils ont pris 300 et quelques mille. Le reste là, c'était à mon compte. Mon numéro de téléphone, c'est le 074 03 30 81. Si l'élan de solidarité ne se manifeste pas rapidement en faveur de cette mère en détresse, son enfant pourrait venir gonfler les rangs des jeunes Gabonais aujourd'hui apatrides faute d'acte de naissance. Et puis cette série de communiqués pour la suite de ce journal. D'abord à l'Assemblée nationale, le président de cette institution informe les honorables députés que la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera ce mardi 15 septembre 2020 dès 9h30 à l'audition du vénérable sénateur Ernest Ndasikula sur la proposition de loi portant une reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier. À cet effet, la présence des députés membres de la commission est vivement souhaitée. Enfin, ce communiqué du rectorat de l'UOB dans le cadre de la reprise effective des activités académiques et pédagogiques de l'université Omar Bongo ce 14 septembre 2020 et compte tenu de la période de veille sanitaire face à la pandémie à coronavirus, l'administration rectorale et l'ensemble du corps académique constatent avec regret l'irresponsabilité des étudiants au respect des mesures barrières de base, c'est-à-dire port du masque, distanciation physique, en attendant la mise en place de l'ensemble du dispositif sanitaire et afin de réguler les flux dans l'enceinte de l'université, le recteur rappelle à la responsabilité individuelle et civique de l'étudiant sur la nécessité des déplacements utiles. Il est donc interdit à l'ensemble des étudiants n'ayant aucune activité de se rendre sur le site pour éviter les regroupements. À cet effet, une large communication sera faite par voie officielle d'information pour faire connaître les calendriers académiques de l'ensemble des facultés. Parlons de ce mouvement d'humeur pour la suite de ce journal. Nous vous l'annoncions en titre. Les anciens étudiants de l'école normale supérieure promotion 2015, toujours dans l'attente de leur intégration définitive, sont réunis depuis ce matin aux abords du bâtiment abritant les services du ministère de l'enseignement supérieur à Batterie 4. Plus de précisions avec Ahmed Ryan Nziengi. Ils réclament la régularisation de leur situation administrative depuis la fin de leur cursus. La promotion 2015 de l'école normale supérieure a choisi d'initier un sitting à l'entrée du ministère de l'enseignement supérieur afin de mieux faire entendre leurs revendications, comme l'indique l'un des porte-parole de ce collectif. Nous sommes venus prendre la suite de l'avancée de nos dossiers, sinon notre situation administrative au niveau du cabinet du ministre de l'Éducation nationale à Batterie 4. Donc on ne comprend pas, ça fait pratiquement 20 mois que nous sommes sous pré-salaire. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Repartis pour certains à l'intérieur du pays, dans leur province d'origine, et pour d'autres à la recherche d'une meilleure situation au terme de leur formation, ces anciens étudiants sortis de l'école normale supérieure espèrent vivement obtenir des réponses favorables quant à leur processus d'intégration. Nous sommes dispersés à l'intérieur des provinces du Gabon, dans l'ensemble, dans la totalité. Ça fait depuis 3 mois, ou pas précisément le 16 mars, que nos dossiers ont été traités à la fonction publique. Donc nous sommes censés basculer. Jusqu'alors, on n'a pas de suite. À chaque fois que l'on vient, on nous demande de repasser ultérieurement. Nous devons faire 6 mois de pré-salaire renouvelable une fois. Nous sommes déjà à 20 mois, c'est une situation qui nous dépasse. Rappelons qu'en mars dernier, près de 736 attestations de recrutement avaient été remises aux différents secrétaires généraux des ministères Santé, Éducation nationale et Enseignement supérieur, secteur classé prioritaire par le gouvernement, de manière à rendre plus efficace et performante l'administration publique. Et puis la communauté internationale célèbre ce mardi 15 septembre 2020 la journée mondiale du droit à l'instruction, thème retenu cette année, la liberté de choisir le mode d'instruction, occasion pour les États réunis au sein de l'Organisation des Nations Unies de réaffirmer leur volonté de promouvoir l'instruction. Les avantages du droit à l'instruction dans ce reportage signé Issa Steve Mefan. Une obligation indispensable à la formation de la ressource humaine de la relève de l'élite de chaque pays. Les conséquences de cette notion bienfaisante, si elles sont mises en application. Henri Ekogandong, président de l'ONG ACAD Gabon. Il faudrait que la notion d'instruction ou d'éducation soit appropriée, que l'ensemble des communautés s'approprient de la nécessité de pouvoir résolument s'engager sur la voie de l'instruction. C'est grâce à l'instruction qu'on va découvrir les nouvelles technologies, qu'on va découvrir les nouvelles évolutions et les nouveaux progrès qui ont été réalisés.
L'absence d'instruction et les choix pertinents d'orientation peuvent être un facteur de complexe dans une société. Nous comptons sur ce facteur d'instruction pour que les droits et libertés fondamentaux de l'enfant ou de l'homme en général soient connus et respectés. Si quelqu'un ignore des dispositions de loi parce qu'il n'a pas accès ou qu'il ne peut pas, il ne sait pas lire par exemple, c'est un handicap sérieux. Donc l'instruction a toute sa place. Si dans une communauté, il y a une seule personne instruite, aisée, prospère, instruite et ainsi de suite, et que tous les autres villageois vivent dans l'obscurité totale, c'est-à-dire dans la misère, sans instruction, sans culture, la personne aisée se trouve en danger. Le partage et la vulgarisation de l'instruction contribuent de manière efficace à éradiquer les préjugés et la violence. Les choix à ce propos sont utiles. L'instruction est un droit, il permet d'acquérir les bases du savoir ainsi que la connaissance et une certaine culture générale. Comment cette notion est-elle comprise par le citoyen lambda? Écoutons à ce propos quelques réactions à travers les artères de la capitale au micro d'Issa Steve Mefan. L'instruction peut aussi également être vue sur une autre approche. Ça peut être aussi une direction que l'on nous donne. Personnellement, j'entends par instruction éducation d'un individu pour qu'il puisse être apte à être autonome dans la société. En fait, la société actuelle nous impose d'être bien instruit. Si on veut pouvoir s'en sortir, peu importe dans le domaine. Instruction, mais à beaucoup de niveaux, chose qui n'est pas tellement le cas parce qu'on remarque que même des gens qui ne sont pas instruits peuvent réussir. Du coup, chacun a sa définition de ce mot. Voilà. Pour ma part, je dirais que l'instruction, c'est ce qu'on veut apprendre, le message qu'on veut faire circuler. Donc selon vous, est-ce que l'instruction, ça peut être une idéologie aussi qu'on peut, on va dire, apprendre à quelqu'un? Est-ce que c'est seulement le fait d'apprendre à lire et écrire? Pas impérativement, parce qu'instruire, c'est apprendre à autrui. C'est prendre chez soi pour donner à l'autre, afin qu'il puisse grandir comme nous le voulons. C'est canaliser peut-être les esprits. On transforme, on module la personne. Parlons du savoir-vivre en société, un fait sur lequel Eldaneli Koumba s'est penché, tout en se posant la question de savoir si les Gabonais cultivent cette valeur morale. Voici son reportage. Savoir-vivre en société est un fait qui a toujours suscité beaucoup de polémiques au vu du comportement de certains citoyens, comportement qui ne cadrerait pas avec le milieu dans lequel ils évoluent. Quoi dire du Gabonais à ce sujet? La population gabonaise, le savoir-vivre y est, puisqu'il y en a qui, depuis la base maternelle, ont une bonne éducation, surtout qui ne se détachent pas de la tradition, de la culture. Mais le savoir-vivre arrive à avoir un peu plus de frein, c'est maintenant avec le modernisme. Si on se détache de ce que les parents disent, qui ont vécu avant nous, pour maintenant nous laisser éduquer par les réseaux sociaux. À quoi renvoient ces termes? Le savoir-vivre, c'est inné à l'homme. C'est respecter l'autre avec ses défauts, ses qualités et s'accepter soi-même. Le savoir-vivre, c'est respecter son prochain. Avoir des barrières, en un mot, c'est le respect mutuel. Le savoir-vivre, c'est vivre en tenant compte des autres, c'est-à-dire notre entourage. Si le savoir-vivre reste la capacité à se conduire de façon appropriée dans un contexte social et culturel donné et interagir convenablement avec les autres, peut-on dire qu'il nécessite une instruction? Vivre en société, c'est une sorte d'école aussi. C'est à travers nos comportements qu'on voit que ça reflète la bonne personne, le savoir-vivre. Et ton entourage pourra savoir que cette personne sait vivre avec les gens. Il faut une éducation parce que le savoir-vivre, c'est d'abord une affaire de milieu. Il y a un savoir-vivre quand on est au village, il y a un savoir-vivre quand on est en milieu urbain. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir vivre, mais le savoir-vivre s'acquiert depuis la naissance, c'est depuis la maison. Le savoir-vivre, une valeur peut-être négligée à ce jour, mais qui reste pourtant indispensable à la bonne marche d'une communauté. L'actualité hors de nos frontières avec vous, Lise Obonongoro. Nous irons d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite au Niger, enfin en Algérie. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, 48 ans, a été officiellement investi hier dimanche candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 par son mouvement Génération et Peuple Solidaire. La convention d'investiture a eu lieu à Abidjan en son absence. Rappelons qu'il était un ancien chef rebelle, ex-premier ministre en 2011-2012 et ex-président de l'Assemblée nationale 2012-2019. Guillaume Soro vit
en France depuis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui en décembre 2019 par la justice ivoirienne. Il a également été condamné à 20 ans de prison pour détournement, une décision judiciaire que ses partisans jugent infondée et politiquement motivée. Par ailleurs, radié des listes électorales, le dossier du candidat Soro pourrait être invalidé par le Conseil constitutionnel, ce à quoi les militants ne veulent pas croire. Au Niger, des militaires nigérians étaient en train de sécuriser des travaux pour la construction d'un tronçon routier vers l'Algérie. Au moins 2 soldats sont morts, du matériel a été volé et des poursuites engagées. Bouclons cette page étrangère par l'Algérie. Le baccalauréat a commencé hier. Plus de 600 candidats composent sur les épreuves qui devraient avoir lieu en juin, mais qui ont été reportées en raison du coronavirus. Et pendant cette période, l'accès à Internet est perturbé et les réseaux sociaux coupés pour éviter la fraude. Merci Lise pour toutes ces nouvelles. Place à présent au sport. Nous voici en sport et c'est l'affaire d'Ulrich Kupangoy. Clôture hier dimanche du stage de renforcement des capacités des journalistes sportifs à Lambaréné. C'était en présence des autorités de la province du Moyen-Nogoué. 31 journalistes sportifs ont participé à ce stage de renforcement des capacités, des outils qui leur seront nécessaires dans l'exercice de leur profession. Barnabé Babé Bangalivois, gouverneur de la province du Moyen-Nogoué. L'évolution positive des journalistes sportifs est en train de se déclencher et je félicite la Fédération gabonaise de football de vous avoir accompagné et j'espère que ces séminaires seront pérennes pour que vous puissiez affûter vos armes et pour que vous soyez plus compétitifs aux commentaires que vous allez faire puisque le monde va vite actuellement. Un séminaire organisé par la Fédération gabonaise de football, soucieuse d'avoir une presse sportive bien formée dans notre pays. Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football. Nous avons placé la formation au centre de nos activités. Le football évolue tous les jours. Nous aurons plusieurs séminaires dans ce sens à chaque fois qu'une modification sera apportée dans le développement du football national et international. Des journalistes sportifs très heureux d'avoir participé pendant 6 jours à ce séminaire. Serge Lambert Ranozino, journaliste sportif à Gabon Télévision. Nous avons passé 5 jours au contact de nos aînés de la profession qui nous ont permis de revisiter les rudiments de notre profession. Nous avons bénéficié de leurs enseignements, de leurs expériences. Un séminaire riche, aussi riche que varié. Je rentre à Libreville entièrement satisfait. Les séminaristes ont reçu des certificats de formation des mains des autorités de la province du Moyen-Nogoué, parmi lesquels le gouverneur Barnabé Babé Bangalivois, Lambaréné, Ulrich Kupangoy, Radio Gabon. Et puis c'est quelques brèves pour clore cette page sportive. On parlera de handball, football et athlétisme avec les 2 médaillés de bronze gabonais qui ont récemment participé au championnat de France d'athlétisme. 2 Gabonais au podium du championnat de France d'athlétisme. Il s'agit de Pierrick Linda Moulin pour le 100 mètres et Karine Baketa Mekam pour le lancer du poids, tous 2 médaillés de bronze. Sur le 100 mètres, le sprinter Pierrick Linda Moulin a réalisé un chrono de 11 secondes 90 centièmes, alors que la lanceuse de poids Karine Baketa Mekam a projeté la boule de 4 kg à 14 mètres 67. 2 excellentes prestations au moment où l'athlétisme gabonais va bientôt voir le bout du tunnel avec la prochaine élection fédérale après plusieurs années d'inactivité. Du football, le Cameroun n'entend pas se laisser compter la prochaine fenêtre internationale. Les Lions indomptables affrontent le Japon en match amical en octobre. La rencontre aura lieu le 9 octobre à Utrecht aux Pays-Bas. C'est le lieu du stage de la sélection nationale camerounaise du 5 au 13 octobre prochain. Organisateur de la CAN 2021, le Cameroun prépare ainsi les prochaines échéances. Après 2 journées des éliminatoires, les quintuples champions d'Afrique
sont leaders de leur groupe. On reste dans le football. Le sélectionneur des Black Stars du Ghana, Charles Akounor, a confirmé André Ayou au poste de capitaine. Le milieu de Swansea restera le porteur du brassard. Déjà capitaine à la dernière CAN sous Kwesi Appiah, l'ancien Marseillais a encore les faveurs du nouveau staff. Thomas Partey, milieu de l'Atlético de Madrid, est vice-capitaine, tandis que le gardien Richard Ofori est le deuxième vice-capitaine. Ce trio conduira les Black Stars dans les prochaines échéances, à savoir la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022, sans oublier les différentes compétitions. Du handball, pour terminer, le 42e championnat d'Afrique des clubs champions de handball aura lieu au Caire, en Égypte, du 13 au 19 novembre 2020. Pour lutter contre le Covid-19 qui sévit dans le monde, la Confédération africaine de handball a pris les mesures suivantes. 8 équipes participent chez les hommes et 8 équipes chez les femmes. Arrivée des délégations le 13 novembre 2020. Début de la compétition le 14 novembre 2020. Départ des délégations le 20 novembre 2020. Effectif par délégation, 21 personnes, soit 16 athlètes, 4 officiels techniques et un membre du corps médical ainsi que le chef de la délégation. Les clubs désireux de prendre part à cette compétition sont priés de confirmer leur participation au plus tard le vendredi 18 septembre 2020. Merci Ulrich Koupangoy. À présent le rappel des titres. Sit-in ce matin à l'entrée du ministère de l'Enseignement supérieur. La promotion 2015 de l'école normale supérieure revendique leur intégration définitive. 8538 femmes et 1957 lycéens formés. C'est le bilan des 5 dernières années du réseau des jeunes Achievement Gabon. Sandrine Maoundi, jeune gabonaise handicapée, a pu bénéficier de cette formation. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce 15 septembre la journée mondiale du droit à l'instruction, sous le thème « La liberté de choisir le mode d'instruction ». En fait, les Gabonais ont-ils la notion de savoir vivre en société? Notre rédaction s'est intéressée à cette question. Les détails et explications, c'était dans ce journal. C'est la fin de cette principale édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. À la mise en onde, Léopold Lombo, au montage Herman Osunga, à la réalisation Ryan Ziengi. Je suis Rocky Amonime, merci de nous avoir suivis. À demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.